Je vais vous présenter le réseau RIFTIMP avec mon collègue Jérôme Aucan, qui est chargé de recherche en océanographie physique. Donc, le réseau RIFTIMP, c'est un réseau de capteurs de température, pression, salinité dans le domaine côtier du Pacifique sud-ouest et sud-ouest. Donc, en gros, ce sont des capteurs qu'on met dans le domaine côtier, donc dans les alentours de 10 mètres de profondeur, et qui vont nous donner des mesures donc de température, pression, mais d'autres. Et donc, c'est un réseau qui existe depuis 1958 et qui, en fait, a fait l'objet d'un projet du GOPS, donc, qui était le Grand Observatoire du Pacifique Sud, et qui s'est terminé l'année dernière, et qui a voulu mettre à disposition ces données, qui sont de l'open data. Et donc, je vais vous présenter le portail. Donc, quelques chiffres d'abord. Donc, ce réseau, c'est 5 gestionnaires, donc 5 collecteurs de données. Donc, l'IRD de Nouméa, l'USP, l'University of South Pacific, qui est basée à Fidji, l'Université de Nouvelle-Calédonie, la CPS et enfin le SO Corail avec le CRIOB. À l'heure d'aujourd'hui, on a 164 capteurs qui ont été déployés un jour, dont 70 qui sont en activité actuellement. Et 7 paramètres physiques qui sont suivis, donc la température, la pression, la salinité, la houle, la turbidité et la conductivité. Donc, comme je vous le disais, c'est en place depuis 1958, donc on a plus d'un demi-siècle de données. Et donc, fin 2018, donc, pour cette présentation, on est à 42 millions de données, de mesures, et 175 séries temporelles, dont 164 publiques, donc open data. Et donc, une série temporelle, par exemple, c'est celle-ci de Lansvata, donc qui est l'historique, et qui permet de mettre en valeur, par exemple, l'augmentation de la température au fur et à mesure des années. Quelques dates ensuite. Donc, 1958, c'était la Nouvelle-Calédonie, c'est l'IRD. Hein, on est allé faire une première mesure avec un saut météorologique à Lansvata. Et au début, c'était donc une fréquence quotidienne. Donc, première année, 336 mesures. Et au fur et à mesure des années, avec l'amélioration des outils et des matériaux, et ensuite, grâce au GOPS, l'ouverture à d'autres partenaires, donc de 2010 à 2012, on est monté de 3 ou 4 pays de collecte à 14. Et donc, a été décidé de faire un portail de diffusion des données pour notamment gérer la volumétrie et donc une diffusion plus raisonnée entre les différentes personnes qui pourraient être intéressées. Et donc, fait intéressant, donc à partir de 2013 à peu près, les appareils sont passés en fréquence en secondes. Et donc, avec la mise en œuvre des capteurs à la seconde, on est passé donc, de 10 millions. Je ne sais pas s'il y a le petit machin. Hop, voilà. Donc, voilà, 2013, on a commencé à mettre en œuvre la fréquence à la seconde. On est passé de 10 millions. Le temps de mettre tout en œuvre, 15 millions l'année dernière. Et donc, cette année, on a explosé à 42 millions de mesures et qui sont, pour la plupart, disponibles sur le portail. Donc, pourquoi le portail de diffusion des données ? Historiquement, c'est les océanographes physiciens qui étaient intéressés par ces données. Ils gèrent les données en NetCDF, donc, sous un format qui s'appelle OceanSight, qui est une norme. Et ces formats, c'est de la donnée grillée, ce n'est pas très accessible à tout un chacun. Et du coup, on s'est aperçu que les données pouvaient intéresser d'autres chercheurs, notamment, mais éventuellement plus de monde. Et en fait, notamment en 2016, avec le blanchissement corallien, on s'est aperçu que des données, des écologues étaient intéressés pour récupérer ces données. Et la fourniture des données au format plus simple, CSV, ou même tout simplement pouvoir télécharger une image sur une période qui nous intéresse, s'est avéré très, très utile pendant cet épisode. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on est 5 partenaires et plus de 14 pays, on a voulu que la diffusion des données soit accessible de manière normée pour justement éviter de faire une fourniture de données à la demande. Et donc, on s'est basé sur les flux normés de l'OGC pour diffuser nos données.
Donc une petite explication des flux OGC, donc c'est l'Open Data Geo Consortium, je crois, géographique consortium. Et donc c'est un organisme qui norme les flux de données géographiques. Et donc dans notre portail, on a utilisé le WMS, donc qui va être le Web Map Service, donc c'est de la fourniture de cartes au niveau statique. On fournit du WMS, donc pour vous faire la différence, le Web Map Service, ça va être une carte fixe, et le WMS, ça va être cliquable. Donc on va pouvoir récupérer des informations. On a mis en place du CSW, donc pour pouvoir être moissonné par les catalogues de données. Et enfin, on a mis en place un service, une norme très récente qui s'appelle le SOS, qui s'appelle Sensor Observation Service. Et je vais vous faire une petite explication plus spécifique du SOS. Donc le SOS, c'est un service d'observation des capteurs. Et c'est un flux normé mis en place par l'OGC qui est vraiment prévu pour la donnée de capteurs, donc des mesures. Et c'est prévu pour de la haute fréquence. Et à l'origine, c'est pour de la donnée en temps réel, mais nous, pour reprendre le contexte, on n'est pas en temps réel puisqu'il faut aller chercher les capteurs tous les 6 mois et les échanger. Et donc les services SOS, c'est deux services, le Sensor ML qui va fournir la description des capteurs et l'Observation and Measurement, donc qui va renvoyer les données. Et donc ce standard a été mis en œuvre en 2007. Nous, on a essayé de le déployer en 2011, donc on avait utilisé la V1. Et en fait, pour la petite histoire, c'était du XML. Et quand on a 10 millions de mesures, le XML, c'est très lourd à télécharger, donc on n'a pas réussi à mettre en œuvre comme on voulait. Et en fait, on a fait une mise à jour du portail d'observation en 2016, et on a utilisé la version API SensorSync, donc qui est toujours du SOS, mais qui est au format JSON, donc qui permet de fournir des données beaucoup plus rapidement. Donc enfin, le SOS Observation and Measurement, donc ça c'est pour vous détailler le flux de données, donc il faut mettre en œuvre. Ça va fournir des informations sur la plateforme, la procédure qui est utilisée avec le nom de l'instrument, son numéro de série, la date de la mesure, qu'est-ce qu'on mesure, le résultat de la mesure, et donc tout ça va être fourni dans les flux. Je ne sais pas à combien de temps j'en suis. Je fais si je peux. Parfait, je vais vous faire la petite démo tout de suite. Je sais pas où elle est par contre. Ah, si elle est là. Hop. Hop. Donc voilà, donc ça c'est le portail. Je vous remontrerai l'URL tout à l'heure. Donc on peut accéder aux métadonnées sur le système. Les dernières données qui ont été rentrées sont affichées. Et donc les services WMS, donc avec la Carto, on peut cliquer sur les différentes plateformes. On va avoir les informations, donc les métadonnées relatives à la plateforme qui vont s'afficher ici. Donc ça, c'est du WFS. Et le SOS est à interroger en même temps. Et donc, va nous donner Describe Sensor, donc les données sur le capteur. Et on va pouvoir interroger les différents paramètres physiques. Donc, si on sélectionne par exemple la température, on va avoir tous les points qui s'affichent, qui ont les données de température. Et donc pour l'ANSVATA, on a une distinction entre les données brutes, donc qui sont directement récoltées, et les données calibrées qui vont être corrigées. Enfin, il y a souvent des mauvaises mesures au milieu, donc qui sont calibrées par les chercheurs. Et donc tout ça est disponible en direct. Et donc ce petit rond qui charge, c'est le graphique qui est généré en temps réel, donc directement basé sur le SOS. Donc toutes les requêtes que vous faites vont s'afficher la dernière année. Voilà, donc la dernière année de température de l'ANSVATA. Donc ça, c'est la dernière année des données calibrées. Et donc vous pouvez avoir un aperçu en direct de ce que vous allez vouloir télécharger. Et donc le téléchargement est disponible ici. Donc soit toute la série directement par les liens directement, soit on peut affiner la période de téléchargement. Et donc pareil, ça c'est une image qui est téléchargeable, qui va être générée automatiquement encore par des flux web services. Et donc là, pour
pour préparer ce que Jérôme va vous présenter, c'est le téléchargement donc, de la série de Lansvata. Et ensuite, je crois qu'on est allé récupérer les données de Pointe-Dimier. Voilà. Donc, je ne sais pas si je laisse toute la démonstration. Mais donc, c'était pour montrer. Ça, c'est disponible en ligne. C'est gratuit. Après, si les données sont utilisées, il faut citer l'observatoire. Mais voilà, donc c'est de l'open data. Donc voilà, Pointe-Dimier. Pointe-Dimier, on est allé récupérer les données de Houle. Voilà. Et donc, je vais laisser la parole à Jérôme pour vous présenter l'application. À quoi ça sert, ces données-là? Donc là, je vais vous présenter sur quelques images à quoi ça nous sert, toutes ces données, et un petit peu comment elles sont traitées. Donc, Sylvie vous a montré tout à l'heure l'évolution de la température à Lansvata. En fait, la figure qu'elle vous a montrée, ça fait 8 ans qu'elle traîne à l'IRD, qu'on la réutilise à tout va, et qu'en fait, on n'avait pas vraiment réactualisé cette figure. Donc, je m'étais dit, c'est pas l'occasion parfaite de le faire. Donc, voilà la nouvelle figure avec les données qui vont jusqu'en 2018. Avec donc une petite histoire, c'est un peu ce qu'elle a raconté, Sylvie, c'est qu'au début, dans les années 50, les capteurs électroniques automatiques, ça n'existait pas. Donc, c'était un personnel de l'IRD qui allait avec son seau en face à Lansvata, qui prenait de l'eau, qui mettait un thermomètre dedans et qui notait la température. Donc ça a duré quand même pas mal d'années avant qu'on passe à des capteurs automatiques. Et aujourd'hui, ces capteurs, ils mesurent toutes les minutes. Donc, avant de pouvoir faire ce type de graphique, il faut d'abord homogénéiser les données. C'est-à-dire que quand on prend la donnée avec un seau à midi tous les jours, ce n'est pas la même donnée que quand on la prend toutes les minutes, moyennée pendant 24 heures, parce qu'il y a aussi les données de la nuit où il fait plus froid, etc. Donc, il faut travailler ces données. Donc, on passe de la minute à la journée, à la moyenne journalière, ensuite à la moyenne mensuelle, puis ensuite à la moyenne annuelle. Donc là, ce que je montre ici, c'est les données mensuelles. Donc on voit les différences été-hiver, les variations d'une année sur l'autre. Et les points rouges, c'est les moyennes annuelles, uniquement quand on peut avoir les 12 mois de l'année. Parce que si on fait des moyennes annuelles avec que l'été, forcément, tout va être biaisé. Donc une fois qu'on a tout nettoyé ça et qu'on est confiant que nos données sont valides, on peut en faire une tendance, et seulement à ce moment-là. Et là, la nouvelle tendance, en rajoutant 8 ans, de 2010 à 2018, on arrive à une augmentation de la température de 0,16 degrés par décennie, avec une barre d'erreur, une barre de confiance qui est suffisamment faible. Donc ça représente 1,5 degré par siècle. Donc c'est tout à fait dans le genre de valeurs qui sont discutées au niveau global. Donc, après, ça ne surprendra personne. Est-ce que la température de la mer augmente? À Lansvata, c'est clairement prouvé depuis les 60 dernières années. Donc ça, c'est pour regarder au niveau de la décennie, mais on peut aussi s'intéresser à ce qui se passe d'une année sur l'autre. Et vous vous rappelez peut-être de cet épisode de blanchiment du corail qu'il y a eu en début 2016. Et tout le monde disait « Ah, c'est la faute d'El Niño ». El Niño, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un grand phénomène climatique qui a lieu dans le Pacifique. Et en fait, c'est surtout un déplacement de masse d'eau. Et il se trouve qu'en Nouvelle-Calédonie, le déplacement de masse d'eau fait que normalement, un El Niño, il fait justement plus froid en Nouvelle-Calédonie que dans le reste du Pacifique. Un El Niño, c'est un déplacement de masse d'eau et l'eau chaude se déplace vers l'Amérique du Sud pendant un El Niño et il est remplacé par de l'eau froide dans le Pacifique Ouest, donc autour de l'Australie et de la Nouvelle-Calédonie. Et grâce aux données qu'on a pu prendre donc, sur 2 sites, Fausse Passe de Witoé à l'extérieur et Récif du Prony, on a pu montrer ici, donc ça, c'est les valeurs, les températures hebdomadaires maximales qui peuvent être atteintes. Et en bleu, j'ai dessiné les années La Niña. Donc La Niña, c'est l'opposé de El Niño. L'eau chaude vient vers nous plutôt que d'aller vers l'Amérique du Sud. Et on voit que dans les 20 dernières années, les moments les plus chauds étaient bien les moments où il y avait un épisode de La Niña. Et pendant les épisodes El Niño, on était plutôt dans des moments où les températures étaient les plus fraîches. Tout ça, ça correspond bien au mécanisme qu'on connaît d'El Niño. Sauf l'anomalie de 2016, où là, on a les températures probablement les plus chaudes des 20 ou 30 dernières années, moyennées sur une semaine, pendant un El Niño. Donc en fait, ça nous a motivés pour essayer de comprendre ce qui s'était passé.
Et en fait, en 2016, on était effectivement dans un El Niño. On avait de l'eau, la surface de l'océan n'était pas forcément plus chaude au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais dans le lagon, on a eu un épisode pendant 3 semaines, il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas eu de nuages. Et dans le lagon, ça a chauffé tellement qu'on a atteint ces seuils très forts, qui étaient en fait décorrélés de ce qui se passe à l'échelle de la région, mais qui était un phénomène très local, dû à un phénomène météorologique local et pas climatique. Donc voilà, ça, si on n'avait pas 20 ans de données à l'échelle de la journée, on n'aurait pas pu comprendre ce qui s'était passé et suivre ces épisodes du blanchiment du corail. Ce qui est intéressant aussi avec le réseau, c'est qu'on a certains sites, comme autour de Nouméa, mais aussi sur la côte Est, où on peut comparer ce qui se passe à des distances assez proches. Et là, je vais vous montrer ce qu'on a pu découvrir au large de Pointe-d'Imier, où on a 2 sites. Un à la passe de la Fourmi, dans 12 mètres de fond, à l'extérieur du récif, et avec un autre capteur en face de l'hôtel du Tieti, dans à peu près 1 mètre d'eau. Donc on peut comparer ce qui se passe, parce que ces capteurs mesurent en même temps. Et on peut voir, par exemple, on peut s'intéresser à qu'est-ce qui se passe pour les vagues et la houle, et quel est le rôle de ce récif barrière pour protéger, par exemple, la côte là, parce qu'il y a des gros problèmes d'érosion sur cette partie de la côte qui sont justement liés aux vagues. Donc, est-ce que ce récif protège? Donc là, on montre les données de 2 sites, donc c'est quasiment un semestre de données, c'est les hauteurs de vagues en fonction du temps, à 2 sites, donc en vert la passe de la Fourmi et en bleu sur la plage du Tieti. Et là, on voit bien, à la limite c'est un peu intuitif, que les vagues sont beaucoup plus fortes à la passe de la Fourmi qu'à l'hôtel du Tieti, on va dire d'un facteur 2 ou 3. Donc conclusion, elle est assez facile, on va dire, le récif barrière là protège bien la côte des vagues. Donc là, je vous ai montré, c'est des données de 2014, on a vu juste une petite tempête tropicale, donc là c'est les mêmes données mais avec remise au goût du jour il n'y a pas très longtemps. Donc là, voilà, les données ont commencé en 2014. On est toujours en hauteur de vague en mètres. Et là, c'est que les données de la passe de la Fourmi, parce que ce site, on a dû l'abandonner parce qu'on n'avait plus le financement pour, malheureusement. Et c'est bien dommage, parce qu'en 2017, il y a 2 cyclones qui sont passés, Cook et Donna. Et ça nous sert, ces mesures de vagues. Donc là, j'attire votre attention. Pendant le cyclone Cook, 6 mètres de vague, ici, sachant que là, la profondeur, c'est 12 mètres. Je vous laisse imaginer les conditions dantesques qu'il y a pu y avoir à ce moment-là. Mais malheureusement, on n'a pas pu mesurer, même si on sait que ce n'était pas très joli de ce côté-là, on n'avait plus de capteur. Mais ça nous sert aussi parce qu'on essaye de modéliser pour prévoir l'impact des cyclones. Donc ça nous donne un point de validation. C'est-à-dire que si notre modèle nous donne des vagues de 15 mètres ou s'il nous donne des vagues de 2 mètres, on sait qu'il y a un problème avec notre modèle. Là, on a vraiment un point de validation. Et ce genre de capteur, c'est le seul qui puisse survivre à des vagues de 6 mètres dans 12 mètres d'eau. Puis il y a un autre phénomène d'intérêt qui intéresse la Nouvelle-Calédonie, c'est les tsunamis. Alors là, je vais faire un petit aparté sur la question du tsunami. Un tsunami, c'est un mouvement d'eau dû à un phénomène géologique. S'il fait 2 cm, c'est un tsunami. C'est un tsunami rikiki, inoffensif, ce que vous voulez, mais ça reste un tsunami. On peut comparer ça, on peut faire la différence, par exemple, avec un cyclone. Un cyclone inoffensif, ça n'existe pas. Un tsunami inoffensif, ça existe. Ça fait 2 cm. Et à ces 2 sites, on a eu la chance d'en mesurer. Et encore une fois, ça, c'est très intéressant parce qu'un tsunami, même s'il fait 2 cm, il va se comporter comme un tsunami de 2 mètres. Donc pour nous, nos modélisations, si ça colle à ces 2 sites-là, on sait que notre modèle prédictif, il sera bon. Donc là, je vais vous montrer 2 événements, 2 tsunamis qui ont été mesurés dans la région. Un qui venait des îles Salomon et l'autre qui venait du Chili, de l'autre côté. Il faisait quelques centimètres, donc là on est à une échelle en mètres encore, et là maintenant on descend encore d'échelle, on est dans une échelle en heures, donc c'est quelques heures pour chaque phénomène. Toujours le même code couleur, en vert la passe de la Fourmi, en bleu l'hôtel du Tieti. Et là, j'espère que vous voyez de là où vous êtes, mais là la plus grosse courbe c'est la bleue,
en face du Tieti, par rapport à Fourmi, qui est là, lui, 3 fois plus petit. Donc ça nous montre qu'à la place de la fourmi, le tsunami, lui, il est 3 fois plus petit qu'en face du Tieti. Donc j'espère que ça achèvera de vous convaincre que cette barrière récifale-là, elle ne va pas faire grand-chose pour éviter un tsunami, sachant que le tsunami, là, il va être 3 ou 4 fois plus gros. Donc, voilà, ça c'était quelques exemples d'applications de ce réseau. Il y en a plein d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous demander, soit à Sylvie pour l'obtention des données, soit pour l'application à moi-même ou à un de mes collègues. Voilà, merci.